Le 30 janvier, une conférence franco-allemande sur l'avenir de l'automobile se tenait à Paris au cercle de l'Union interalliée, alors que le jour même, la Commission de Bruxelles ouvrait un dialogue avec l'industrie automobile. Tout le monde était sorti d'une manière content au niveau que ce dialogue a déclenché. Bien sûr, il n'y avait pas encore les solutions. Ça va être un processus très vite, 4 semaines, donc début mars, on saura plus. Pour le moment, l'Europe ne semble pas prête à renoncer à son objectif de 2035, car nous sommes à un moment charnière. 2025 est l'année où l'offre électrique, zéro émission, de plus petites voitures, de segments d'entrée de gamme ou de milieu de gamme va se déployer. C'est vrai pour Stellantis, c'est vrai pour Volkswagen, c'est vrai pour Renault par exemple. Ça n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Et on voit que ça va avoir un impact sur les ventes, puisqu'on va évidemment avoir des prix plus bas pour les véhicules électriques, puisque les modèles vont être moins chers. C'est très difficile de juger de l'impact de cette évolution, puisque c'est cette année que ça va arriver. Et c'est pour ça que si on commence à changer les règles du jeu, alors même que l'arrivée sur le marché des voitures moins chères électriques va permettre de regagner une dynamique, me semble-t-il, eh bien, si on commence à changer les règles du jeu alors que ça vient d'arriver, on n'est pas très cohérent. Mais ce n'est pas qu'une question d'offre. La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que la demande n'est pas complètement là. Aujourd'hui, on voit bien pas mal d'hésitations et les clients sont un peu perdus dans les différentes orientations. Et une des raisons quand même de cette situation, c'est qu'aujourd'hui, on a eu des aides à l'achat de véhicules, ça s'est arrêté, ça a baissé, les règles ont changé sans arrêt, les infrastructures de recharge au niveau de l'ensemble de l'Europe sont extrêmement insuffisantes dans toute une série de pays. Et donc, on se retrouve paradoxalement confronté au fait que, objectivement, l'industrie automobile a joué le jeu, on est prêt. Mais on considère aujourd'hui, et c'est la raison du dialogue stratégique qui s'ouvre au niveau de l'Europe, on a absolument besoin que les différents pays européens et l'Europe dans son ensemble prennent des mesures fortes pour nous aider à réussir cette transition. Et pour le coup, l'Europe est consciente qu'il faut agir aussi sur la demande. C'est pour ça qu'on travaille à 2 types d'actions. La première, c'est sur les flottes d'entreprises. Vous savez que plus de la moitié des achats de voitures neuves concerne les achats de flotte. Il faut aller plus vite vers le zéro émission pour les flottes et puis travailler sur les soutiens fiscaux, les soutiens de type subvention, bonus, etc. Éventuellement européaniser une partie de cela, ça fait partie du débat dans les prochains mois. Cependant, quand on étend la réflexion au reste du monde, l'objectif du 100% électrique paraît anachronique. En Chine d'ailleurs, on n'emploie pas le terme véhicule électrique. On emploie le terme véhicule à nouvelles énergies, NEV, New Energy Vehicles, qui comprend beaucoup de choses. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer aussi en Inde. On sait que nos amis coréens font exactement la même chose. On voit que les Indiens, que j'ai vus récemment, feront la même chose dans tous leurs véhicules, que ce soit les petites voitures ou les camions. On essaye toutes les technologies possibles pour réduire le CO2. Et il y a aussi l'impact des décisions du nouveau président américain. Et ce qui est en train d'arriver aux USA avec la nouvelle administration Trump, qui devrait modifier profondément à la fois l'objectif café et peut-être même l'EPA et les agences qui traitent ces problèmes-là, risquent peut-être de faire tomber complètement la législation californienne qui, comme vous le savez là-bas, se fait État par État et commencer à séduire certains États, des États plutôt riches, plutôt démocrates. Donc on voit tout de suite qu'il risque d'y avoir un changement aux États-Unis vers, pareil, un but vers l'électrification, mais qui ne va pas se concentrer uniquement sur le zéro CO2 au pot d'échappement à partir d'une date butoir, style 2030-2035. Il faudrait donc se montrer plus pragmatique et plus réaliste. C'est un continent important, mais on ne représente que 15% de la production mondiale. Et on est tous arrivés à la conclusion que, évidemment, l'Europe était la seule à avoir cette marche forcée, qui part d'une intention qui est plus que louable, à savoir il faut décarboner l'industrie, décarboner la mobilité, on est tous d'accord, qui oublie peut-être ce que font les autres, qui oublie probablement ce que veut le consommateur et sa capacité à acheter des véhicules électriques et à pouvoir les utiliser en fonction des usages que le consommateur a. Et puis la partie aussi sociale, la partie indépendance énergétique, qui sont des aspects qui rendent tout ça assez compliqué. Dans ces conditions, l'Europe peut-elle maintenir son agenda ? Là-dessus, BMW a
une opinion très claire. Là, on ne croit pas que ça va être possible de se baser seulement sur une technologie. C'est pour ça qu'on lutte pour la technologie neutralité. Et comme vous le savez, ça ne veut pas dire qu'on se limite à ne pas vendre et leader en voitures électriques, comme vous le voyez actuellement. Donc on croit que ça, c'est un business de croissance, mais il faut faire les deux. Même tonalité du côté de l'industrie française. Et puis, quand même, une vraie question sur le tout électrique, la solution unique. On a toujours plaidé pour garder une certaine neutralité technologique et diversité technologique pour réussir cette transition. Au passage, on peut se demander si la date de 2035 signifie vraiment la fin du moteur thermique. Je rappelle, et je le redis et je le redirai toujours, que cette loi n'interdit pas le moteur thermique. Le texte que nous avons pris n'interdit pas le moteur thermique. Ce n'est pas la fin du moteur thermique. J'entends toujours le fait de dire que c'est la fin du moteur thermique, soit par l'extrême droite qui s'y oppose, soit par les écologistes qui le revendiquent, mais dans les deux cas, c'est faux. Ce que l'on a régulé, c'est le niveau de performance de la voiture. Ce n'est pas la technologie. Donc si une voiture avec un moteur thermique roule avec des carburants neutres en carbone, eh bien, elle doit pouvoir être autorisée. Et c'est exactement l'engagement qui a été pris à l'époque de la ratification de ce texte, notamment le débat avec le gouvernement allemand. Et c'est pour ça qu'il y a un travail en cours pour homologuer ce que pourrait être demain une voiture avec un moteur thermique roulant avec des e-fuels neutres en carbone. Et parmi les alternatives, il y a aussi l'hydrogène, un thème abordé pendant le débat par Valérie Bouillon-Delporte, en poste à Bruxelles au sein du Clean Hydrogen Partnership. Le mot de la fin, c'est sortir du flou et priorité à l'innovation. On se rend compte que finalement, ce dogme du 100% électrique ne répond pas à toutes les attentes que j'évoquais auparavant et que probablement, il faut regarder ce qui se passe ailleurs, il faut avoir une approche volontariste mais pragmatique et s'ouvrir à d'autres technologies parce que c'est par l'innovation qu'on arrivera à décarboner la mobilité et c'est par l'ouverture à différentes technologies qu'on arrivera à développer cette innovation. La soirée a tenu toutes ses promesses dans un lieu prestigieux et propice aux échanges sans langue de bois.